tout le monde. Est-ce que ça fonctionne bien? Vous m'entendez, numéro 1? Excellent. Parfait. Bien, je me présente, Philippe-Antoine Laurence. Vous pouvez m'appeler Pal. Mes initiales, c'est comme ça que je réussis à garder les meetings assez courts. Mon nom est tellement long. Donc, je vous invite à m'appeler Pal si vous me rencontrez tout à l'heure ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, moi, je suis vice-président technologie chez 360 Agency et je suis également Privacy Officer. Je vais vous expliquer dans quelques minutes qu'est-ce que ça veut dire ça, parce que je vais vous parler des nouvelles politiques sur la confidentialité des données et la loi 25, qui viennent affecter grandement les systèmes, les opérations, la façon que les entreprises travaillent. Donc, je veux vous faire réaliser aujourd'hui qu'est-ce que c'est la loi 25. Donc, aujourd'hui, on va adresser 3 objectifs ensemble. On va démystifier c'est quoi la loi 25. On va regarder qu'est-ce que vous avez à faire dans le cadre de cette loi-là en tant que concessionnaire automobile ou en tant qu'entreprise québécoise. Je sais que plusieurs d'entre vous ne sont pas des entreprises québécoises, vous êtes des entreprises canadiennes. Vous allez voir que cette loi-là va vous affecter indirectement et peut-être bientôt directement. Je vais vous expliquer pourquoi. Et à travers ça, vous allez voir comment 360 Agency se positionne pour pouvoir vous aider dans l'atteinte des critères établis par cette loi-là. Donc, je termine ma présentation. Juste vous dire, vice-président technologie, qu'est-ce que ça fait? Donc, moi, je m'occupe depuis 2011, donc je suis dans la compagnie depuis 2011, de mettre en place les choix technologiques qu'on prend pour le développement de nos logiciels, superviser les équipes de développement qui montent les produits que vous utilisez aujourd'hui, ces produits-là qui ont évolué au fil des années. Donc, à travers ça, on a mis en place des mesures de sécurité, des mesures de vie privée, donc je suis très impliqué dans ça. Mais en bonus, cette année, j'ai eu le titre de Privacy Officer. Donc, ce qui me permet aujourd'hui d'agir, je ne vais pas dire en tant qu'expert, mais en tant que personne qui a lu beaucoup sur le sujet et qui peut vous parler en toute connaissance de cause de qu'est-ce que la loi 25 et la vie privée en général veut dire pour une entreprise aujourd'hui. Donc, ça part. La loi 25, qu'est-ce que c'est? Bien, juste avant d'arriver là, je vais reculer un petit peu dans le temps. Je vais vous faire un historique des lois sur la vie privée dans le monde. Je ne vais pas toutes les nommer parce qu'il y en a peut-être beaucoup, mais les principales qui mènent jusqu'à ces changements qu'on vit aujourd'hui. Donc, en 2014, le Canada a été un joueur quand même assez en avant de la parade en amenant la loi CASL, Canadian Anti-Spam Law. Cette loi-là visait à adresser un fléau qui existait à ce moment-là, que vous avez probablement tous vécu, c'est de recevoir une quantité phénoménale de courriels de spam ou de SMS de spam. Donc, à ce moment-là, au Canada, on avait 7 des 100 organisations mondiales qui envoyaient le plus de spam qui étaient situées au Canada. Le Canada a mis en place cette loi-là avec des amendes assez salées qui peuvent aller jusqu'à 10 millions de dollars si on ne la respecte pas. Et quelques années plus tard, 2019, il y avait 0 entreprise au Canada qui était dans les top 100 spammers. Donc, cette loi-là a eu un effet. On s'est adapté nous-mêmes. On a dû changer nos systèmes pour s'adapter à cette loi-là. Entre autres, ce que ça veut dire, c'est toutes les fois que vous voyez maintenant dans le bas d'un courriel un bouton « Unsubscribe » ou que vous recevez un message texte puis ça dit « Répondez stop » si vous voulez cesser de recevoir ces messages-là. C'est cette loi-là qui est à l'origine de ces petits changements-là. Donc ça, c'était le début, 2014. En 2018, l'Europe a donné un grand coup avec la loi GDPR, qui venait adresser un immense pan de la protection de la vie privée. Cette loi-là a été mise en place depuis 2018, ça fait quand même 5 ans. Ce que ça a changé principalement dans nos vies ici, on est au Canada, on est en Amérique du Nord, on n'est pas en Europe, mais on l'a quand même senti les relents de ça, c'est lorsqu'on va sur un site web, maintenant, on voit souvent des bandeaux qui disent « Attention, ce site web utilise les cookies, est-ce que vous acceptez les cookies? Cliquez ici ». Ça vient directement de cette loi-là qui est apparue en Europe, parce que beaucoup d'entreprises d'Amérique du Nord font aussi des affaires en Europe, donc ils sont obligés de suivre cette loi-là. Donc, un changement important. Je continue ici. Les États-Unis, un peu plus sur le côté liberté, mais ont quand même commencé à adopter des lois au niveau de la vie privée, et la Californie, comme d'habitude, est pas mal précurseur dans ce domaine-là. Donc, la Californie a adapté la CCPA, qui est la première loi au niveau de la protection des renseignements personnels qui s'adresse, qui vise en fait à redonner le pouvoir
aux citoyens de leurs informations personnelles. Donc, ce que ça veut dire, c'est que à partir du moment que cette loi-là est apparue, tout individu peut demander à une entreprise californienne qui détient des informations sur elle de lui donner la liste des informations qu'elle contient, comment elle est allée chercher ces informations-là, de demander un changement et peut-être de demander d'effacer ces informations-là. Donc, la Californie a pris les devants sur cette loi-là, et cette loi-là fait des petits, elle apparaît dans de plus en plus d'États, puis on peut s'attendre qu'aux États-Unis au complet, la loi sur la protection des renseignements personnels se développe. On arrive maintenant à la loi 25 2022, ça a commencé jusqu'à 2024. Pourquoi il y a un range de dates ici? C'est parce que cette loi-là est graduelle, s'applique sur 3 ans, avec de plus en plus de contraintes que je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc, cette loi-là s'adresse à toutes les entreprises québécoises. Je le disais tantôt, il y a plusieurs d'entre vous qui avaient des concessions hors Québec. Donc, cette loi-là ne s'adresse pas directement à vous, mais je pense que vous devriez écouter quand même, parce qu'au Canada, il y a la loi C-27 qui est en préparation en ce moment, qui est rendue à la 3e étape, qui est l'étape du comité. Donc, cette loi-là s'en vient, je ne suis pas un devin, je ne peux pas dire dans combien de temps, mais je dirais ordre de grandeur peut-être d'ici 1 à 2 ans, et ça risque d'être au moins aussi agressif que la loi 25 dans la protection des renseignements personnels. Donc, je vous invite à porter attention et peut-être même à commencer à appliquer chez vous des choses qu'on doit aujourd'hui appliquer au Québec, et peut-être un peu de façon réactive dans certains cas. C'est mieux d'être proactif quand on a affaire à des lois qui changent à ce point-là les opérations de l'entreprise. Donc, ça, c'est pour la petite histoire qui amène à la loi 25. Bien, c'est quoi la loi 25? Bien, la loi 25, finalement, c'est une loi que le gouvernement a mis en place. On pourrait penser peut-être suite à la fuite de données immense qu'il y a eu chez Desjardins il y a quelques années. On ne fera pas de cause à effet directement, mais c'est une loi qui aurait pu protéger ce genre de fuite-là. Donc, ça s'applique à toute entreprise québécoise. Donc, pour que vous soyez assujetti à cette loi-là, il faut simplement être une entreprise québécoise enregistrée au Québec. Donc, si c'est votre cas, vous êtes obligé de suivre la loi 25. Donc, le but, c'est de protéger les renseignements personnels des individus par rapport à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de ces renseignements-là. Moi, ce que j'aime bien quand on parle de loi, c'est comprendre l'essence derrière la loi au-delà des mots. Parce que quand on comprend l'essence, on change nos comportements, puis on va agir en conséquence des bonnes valeurs que la loi veut apporter. Donc ici, la loi, ce qu'elle apporte, ces grandes lignes, la principale, c'est la transparence. Donc, la loi, ce qu'elle dit, c'est que les informations personnelles des individus, ce que vous faites avec, comment vous les collectez, pourquoi vous les collectez, il faut juste leur dire. C'est correct d'avoir des informations personnelles, on en a besoin pour faire nos affaires. Les individus, ils veulent vous donner leurs informations personnelles aussi, mais ici, la transparence qu'elle apporte, c'est qu'il faut juste expliquer. Expliquer pourquoi, expliquer ce qu'on va faire avec, expliquer combien de temps on va avoir besoin de cette information-là. Donc, transparence, c'est clé. Deuxième élément très important, c'est le consentement. Donc, ça va être fini le temps où on va être capable de tout savoir sur quelqu'un sans que cette personne-là le sache elle-même qu'on sait tout sur elle. Donc, si, à un moment donné, un client vous demande la liste de ce que vous savez sur lui et que vous lui déroulez tout ça et qu'il réalise qu'il y a des choses qu'il ne savait pas que vous saviez, on vient de manquer au consentement. Donc, ici, le consentement va devenir clé. Donc, c'est à l'entrée, au moment qu'on collecte des nouveaux renseignements personnels, il va falloir s'assurer que la personne dit « oui, je le veux ». L'autre aspect, c'est la protection. On a beau être transparent, avoir du consentement, tout le monde est d'accord, oui, prenez mes données personnelles, je le veux. Si les données, une fois qu'elles sont chez vous, ne sont pas protégées, donc ça se promène sur une clé USB, sur des piles de papier qui traînent dans un endroit public, dans des courriels non protégés, sur des ordinateurs pas protégés. Donc, peu importe si on a tout mis en place les bonnes protections à l'entrée, une fois que le data est chez nous, si on le perd, c'est grave.
Puis surtout, quand on tombe sur des données sensibles, des données par rapport, par exemple, le numéro d'assurance sociale, le revenu, ou ça vous concerne peut-être moins, mais des données sur la santé, des choses comme ça, il ne faut pas perdre ça. Donc, c'est super important de renforcer les mécanismes de protection interne. Et finalement, un peu comme je parlais tout à l'heure au niveau de la Californie, la loi aussi vise à redonner aux individus le contrôle de leurs propres données. Donc, avec cette loi-là, les individus vont avoir le droit d'accéder aux informations que vous avez, de les modifier, de poser des questions, de les effacer. Donc, c'est l'essence de la loi. Fait que, si vous comprenez ça, le reste va être moins une surprise. Après ça, on va rentrer dans le détail plus de comment on applique tout ça, comment ça change votre vie. Mais juste avant, c'est quoi un renseignement personnel? C'est une donnée qui permet d'identifier un individu, un humain. OK? Donc, ça peut être bien sûr des données d'identification, nom, prénom, courriel, numéro de téléphone, adresse à la maison, des choses comme ça. Donc, c'est pas mal la base de toutes les données que vous avez dans vos systèmes, je suis pas mal certain. Donc, si c'est une donnée personnelle, la loi s'applique à ça. C'est aussi les données sensibles. Donc, la loi fait une distinction entre les données personnelles et des données sensibles. Les données sensibles, c'est les données qui, toute personne raisonnable dirait « je ne veux pas que tout le monde sache ça. Je ne veux pas que tout le monde connaisse mon numéro d'assurance sociale, connaisse mes revenus, ma situation financière, mon appartenance à des groupes, par exemple, religieux, mon orientation sexuelle, donc ma santé. » C'est toutes des informations qui sont considérées sensibles aux yeux de la loi. Finalement, on a des données de profilage. Donc, les données de profilage, c'est des données comportementales. Donc, si je peux savoir, je peux identifier une personne en particulier par son comportement sans nécessairement la nommer, ça reste quand même une donnée personnelle. Donc, ça rentre dans la loi et vous allez comprendre comment cet aspect-là très particulier vous impacte dans quelques minutes. Je parlais de l'importance de la protection des données. Donc, les données doivent être protégées. Pour s'en assurer, le gouvernement amène des pénalités très salées. Donc, les pénalités, à la base, s'il y a des fuites de données qui concernent des individus, les individus vont être en droit d'entamer des poursuites au civil. Et les poursuites, c'est un minimum de 1 000 $ par individu. Donc, s'il y a une fuite de données qui concerne des centaines ou des milliers d'individus à coût d'1 000 $ chacun, ça va très vite. Mais en plus de ça, la Commission d'accès à l'information va être en droit d'amener des pénalités administratives de 10 millions de dollars ou 2 % du chiffre d'affaires, le plus haut des deux. Donc, c'est pas long qu'on arrive à un montant qui est inacceptable pour toute entreprise. Donc, on ne veut pas ça. Et dans le cas d'une entreprise récidiviste ou clairement qui était mal intentionnée, que j'espère que ce n'est pas le cas de personne ici dans vos affaires, ça peut aller jusqu'à 25 millions. Donc, tout ça pour montrer en gros le sérieux de cette loi-là et qu'on ne peut pas juste dire on va laisser ça aller puis on va payer les pénalités si on se fait attraper. On ne veut pas payer ça. Donc, je rentre dans le vif du sujet, le bout plus cartésien. Je vais essayer de faire ça bien. Endormez-vous pas. Mais ce qui est là, c'était à faire pour septembre 2022. Donc, c'était pour l'année dernière. Je vous souhaite d'avoir déjà commencé. Si vous n'avez pas commencé, ce n'est pas grave. Vous êtes au courant. Vous pouvez embarquer dans le bateau. Qu'est-ce qu'il faut avoir déjà fait aujourd'hui? Donc, première chose, c'est désigner un responsable de la protection des renseignements personnels ou un privacy officer. Chez 360 Agency, j'ai été désigné responsable des renseignements personnels. Cette désignation-là doit être officielle. Ce n'est pas juste « Hey Pal, ça te tente-tu d'être privacy officer? Oui, OK, merci. » Il faut que ça soit par écrit. Advenant une enquête de la Commission d'accès à l'information, c'est cette personne-là qui va être responsable. C'est cette personne-là qui va être interrogée. Cette personne-là qui va devoir démontrer qu'est-ce qui a été mis en place pour protéger les données pour pas que la fuite arrive. Donc, très important de nommer cette personne-là et de mettre l'information de contact de cette personne-là sur votre site Web pour que quiconque veut parler à cette personne-là puisse le contacter. Nous,
On a mis l'adresse privacy@360agency, c'est correct, en autant que c'est un moyen direct de contacter le privacy officer. Deuxième chose, c'est de mettre en place des politiques de gouvernance. C'est de mettre par écrit chez vous comment ça fonctionne, comment on gère les données personnelles, qu'est-ce qui arrive en cas de fuite, c'est qui s'en charge, c'est quoi le processus pour rapporter un incident, est-ce qu'il y a de la formation, donc c'est de mettre vos politiques par écrit. Donc, encore là, il faut tout le temps se mettre dans le contexte de s'il arrive un incident puis qu'il y a une enquête, qu'est-ce que vous allez pouvoir montrer comme document qui montre que vous êtes une entreprise qui prenait les renseignements personnels au sérieux. Donc, c'est ça l'idée en arrière des politiques. Un registre des incidents. Ça peut arriver un incident. Il y a des incidents graves, on ne le souhaite pas. Il y a des incidents moins graves, mais toute perte de données personnelles, tout accès aux données personnelles par des personnes qui ne sont pas supposées d'avoir accès à ces données-là, ça constitue un incident. Donc, il faut avoir un registre, il faut le noter. Et à chaque fois qu'il arrive un incident, il faut le noter, il faut démontrer qu'on s'est posé la question, est-ce que l'incident était grave? Est-ce qu'on a colmaté la fuite? Si c'était, par exemple, un système sensible, puis on a réalisé que tous nos employés avaient accès aux informations personnelles de nos employés, par exemple. Donc, chez vous, votre dossier RH a, par exemple, l'adresse personnelle de vos gens, les informations en cas d'urgence, peut-être des données médicales, même dans certains cas. Bien, si tout le monde a accès à ça, c'est potentiellement un incident de sécurité. L'important, la première chose à faire, c'est de restreindre l'accès juste aux bonnes personnes. Dans ce cas-ci, probablement l'équipe des ressources humaines et peut-être l'équipe de direction. Donc, avoir un registre des incidents, ça peut être aussi simple que le fichier Excel. Ce n'est pas obligé d'être un gros système qui coûte des milliers de dollars qu'il faut acheter. C'est vraiment juste de se dire, on prend la peine de mettre en place des processus. Processus de notification, CAI, c'est Commission d'accès à l'information. Donc, en cas d'incident qui porte un préjudice sérieux aux individus concernés, il faut notifier la Commission d'accès à l'information. Je reprends l'exemple de Desjardins d'il y a une couple d'années. Donc, dès qu'il y a ce genre de fuite-là, la Commission doit être au courant, savoir qui a été impacté, qu'est-ce qu'on a fait pour régler la fuite et pouvoir participer à améliorer la situation. Donc, c'est important de notifier. On ne veut pas que ça arrive, on ne veut pas se rendre là. La Commission d'accès à l'information automatiquement risque d'amener une enquête, donc c'est quelque chose qu'on ne veut pas avoir à faire, d'où l'importance de prévenir toute fuite de renseignements personnels en amont. Pour protéger les renseignements personnels, il faut savoir c'est quels renseignements qu'on a. Donc, c'est important de faire l'inventaire des renseignements personnels et des fournisseurs aussi qui traitent ces renseignements-là, parce que les fournisseurs traitent des renseignements en votre nom. 360 Agency, on a beaucoup d'informations de vos clients. Donc, on est fournisseur de systèmes pour vous. Donc, il faut que vous sachiez quelle information qu'on gère en votre nom. C'est important d'avoir l'inventaire. Ce point-là, je vais revenir tout à l'heure. J'ai des slides exprès pour ça. Ça vaut la peine d'ouvrir ce point-là. Et finalement, mettre en place un programme de formation. Vous êtes au courant de la loi 25. Vous êtes peut-être vous-même privacy officer. Vous en parlez dans vos meetings de direction. Mais les vraies personnes qui travaillent au quotidien avec des données personnelles, c'est vos employés. Si vos employés ne sont pas au courant qu'ils doivent faire attention, qu'ils ne sont pas supposés d'accéder à telle donnée ou que s'ils voient quelque chose de louche qu'ils rapportent, il faut un programme de formation. Donc, très important d'avoir mis ça en place, première phase, 2022. Septembre 2023, ça s'en vient dans 3 mois. Donc, là, ce qu'il faut, en septembre 2023, c'est s'assurer que la politique de confidentialité est à jour sur votre site Web et reflète les critères demandés par la loi 25. Je pense que vous en avez tous et toute une politique de confidentialité sur votre site Web. 360 Agency, on en fournit une. On vous aide à la mettre en place lorsqu'on fait le lancement du site. Mais on ne connaît pas toute votre réalité interne. Peut-être que vous avez des fournisseurs qu'on ne connaît pas. Peut-être que vous avez des particularités avec d'autres entreprises avec qui vous partagez les informations que vous avez. Bien, ça va être important de vous assurer que la politique est à jour. Après ça, un processus d'évaluation des risques. Donc, ça, c'est quoi? C'est pour tout futur projet après septembre 2023 qui implique un changement dans la façon dont vous traitez les renseignements personnels, il faut faire une analyse.
il faut démontrer que vous avez fait une analyse de risque. Vous avez évalué c'est quoi les données actuelles, le changement dans les données. Est-ce que vos clients sont au courant? Je reviens au consentement, donc est-ce qu'ils ont consenti à ce changement-là? Donc, il faut documenter ça. Ce que ça veut dire, c'est si vous changez de fournisseur, vous devez faire cet exercice-là également. Donc, ça se peut que ça ajoute un peu de réflexion dans le changement. On va aussi activer la cueillette du consentement. Je parlais tout à l'heure des bandeaux qui apparaissent sur certains sites. Acceptez-vous les cookies? Êtes-vous d'accord à vous faire profiler? C'est à ce moment-là, en septembre 2023, que ça embarque. Ça aussi, je vais vous en parler un petit peu plus tout à l'heure avec des exemples plus précis de qu'est-ce que ça veut dire. Finalement, il faut être capable, à la demande d'un usager, d'un individu, d'un client, d'un employé, de dire qu'on est capable de détruire ou d'anonymiser les informations. Qu'est-ce que ça veut dire anonymiser? Bien, c'est effacer toute donnée personnelle d'un dossier. Parfois, peut-être qu'on va garder le dossier quand même, mais on va effacer le nom de la personne, l'adresse, donc on ne saura pas qui est derrière ce dossier-là. Le dossier peut rester, mais il faut que ce soit impossible de retracer un individu précisément une fois que l'anonymisation est faite. Donc, ça, c'est la phase 2 pour 2023 qui s'en vient dans 3 mois. Dernière phrase est plus légère. Il y a un seul point, mais qui est un point quand même important, c'est la portabilité des données. Donc, c'est assez simple. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'un usager, un employé, un client va pouvoir demander la fameuse question « Donnez-moi tout ce que vous savez sur moi ». Donc, il faut être capable d'extraire de tous nos systèmes la liste de toutes les informations qu'on a sur cette personne-là et lui partager dans un format lisible. Ça peut être un fichier Excel, ça peut être un document PDF, whatever, mais ça va être important d'être capable de faire ça. Donc, plus vous avez de systèmes, plus ça risque d'être difficile à mettre en place, mais on a besoin de pouvoir le faire. Donc, ça, c'est les 3 phases sur 3 ans pour la mise en place de cette loi-là. Je vais revenir sur l'inventaire des renseignements personnels et la gestion des fournisseurs, parce que c'est un élément qui peut demander un bon exercice. J'explique un peu dans quel ordre qu'on peut faire ça, puis nous, chez nous, on a commencé à le faire déjà aussi. Donc, c'est l'inventaire et la classification des données personnelles. Je l'expliquais tantôt, la liste. Donc, vous avez des dossiers clients. Pour chacun de ces dossiers-là, vous avez nom, adresse, numéro de téléphone, adresse courriel, téléphone mobile. Pour certains clients, vous avez aussi des demandes de crédit. Donc, vous avez peut-être le numéro d'assurance sociale, les revenus, les faillites, les 5 dernières adresses, etc. Vos employés, j'expliquais tantôt l'adresse à la maison, point de contact d'urgence, etc. Donc, il faut avoir cette liste-là. Habituellement, ce n'est pas infini. En quelques heures ou quelques jours, on arrive à avoir une liste complète. C'est le point de départ. Après ça, il faut dire qui a accès à chacune de ces données-là. Donc, un dossier d'employé, un dossier de client, donc l'info de contact d'un client, email, téléphone, probablement que c'est correct que tous les vendeurs aient accès à cette information-là. Tous les agents du BDC, il faut qu'ils puissent contacter les clients, donc c'est correct. On peut mettre ça. Donc, l'information de client, les employés peuvent avoir accès à ça. Les informations de crédit des clients. Ah, là, peut-être que ce n'est pas tous les vendeurs qui devraient avoir accès à ça. Peut-être que c'est juste les gens du FNR. Peut-être que c'est juste certains employés clés qui devraient avoir accès à ça. Donc, etc. Donc, pour chaque donnée, il faut faire cette réflexion-là et le définir. Et en faisant ça, ça se peut que vous réalisiez que, oups, on a des choses que tout le monde a accès, c'est pas supposé ou c'est pas protégé du tout. Tu vas sur notre serveur, le fichier est là, il n'y a pas de protection, pas de mot de passe. Donc, ça se peut que ça vous amène à faire des changements dans votre infrastructure, vos fichiers, la façon que vous stockez les données. C'est super bien parce que c'est ça l'esprit de la loi, c'est augmenter la protection. Donc, il faut voir ça comme une occasion de limiter des fuites potentielles. Il faut faire ensuite la cartographie. Donc, les données sont où? Ils se promènent comment? Donc, un dossier client, est-ce qu'il est dans le système A, puis dans le système B, puis dans le fournisseur C, puis qui est envoyé au fournisseur D? Donc, c'est important d'être capable de le dessiner, ça. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. La rétention des données. Combien de temps on garde chacune de ces données-là? Est-ce qu'on les garde à vie, ce que vous n'êtes pas supposé faire? La loi ne permet pas de garder des données personnelles à vie. Il y a une limite. Il faut définir ces limites-là.
Quelqu'un qui fait un essai routier puis qui n'achète pas de véhicule, est-ce qu'on garde son info de contact pendant 5 ans ou après 6 mois, on l'efface? Donc, c'est des questions qu'on doit se poser. La liste des fournisseurs et leurs fonctions, fait que ça fait partie un peu de la cartographie, mais c'est important que vous fassiez la liste de tous vos fournisseurs et quelle information personnelle chacun de ces fournisseurs-là contrôle. Et finalement, vous assurez avec votre équipe TI d'avoir les bonnes mesures de protection en place, que ce soit des mesures internes, donc votre réseau, vos ordinateurs, est-ce qu'ils sont bien protégés, est-ce que les laptops sont mis à jour si c'est des Windows, y a-t-il des antivirus, est-ce qu'un employé qui quitte, automatiquement son compte devient désactivé ou vous oubliez de le désactiver, puis 6 mois encore, il pourrait essayer son mot de passe, ça fonctionne, puis il a accès encore à votre liste de clients. Donc, c'est toutes des mesures de sécurité qu'il faut vous assurer qui fonctionnent bien. Donc, inventaire de renseignements et des fournisseurs, c'est une étape très importante qui est votre responsabilité. Donc, dans le cas extrême où vous n'avez aucune information personnelle chez vous, aucun système, tout est chez un ou plusieurs fournisseurs, vous ne pouvez pas nécessairement vous laver les mains en disant « la loi 25, c'est pas pour moi, j'ai aucune information personnelle ». Non. Les informations personnelles qui sont gérées par vos fournisseurs sont votre responsabilité quand même. C'est à vous de vous assurer que vous faites affaire avec des fournisseurs de renom, des fournisseurs qui ont des bonnes mesures de sécurité et que vous êtes en contrôle de ce qui se passe. Je vais vous illustrer un peu un scénario typique de plusieurs concessionnaires, à quoi ça peut ressembler la cartographie des fournisseurs. Donc, un rond, c'est un fournisseur. On part tout avec un site web. Tous les concessionnaires ont un site web qui est fourni généralement par un fournisseur, à moins que vous ayez développé votre propre site web. Mais si vous êtes ici, j'imagine, c'est parce que vous avez un site web avec 360 Agency. Merci. Vous avez sûrement un CRM aussi. Le CRM, il y a des données personnelles à l'intérieur de ça. Il y a une base de données de clients, de contacts. Un CRM, ça n'existe pas sans contact. Donc, c'est à la base de la raison d'être d'un CRM, c'est d'avoir des données personnelles. Donc, on a une fiche là. Les données se promènent. Le site web, si c'est un fournisseur et le CRM, c'est un autre fournisseur, la donnée personnelle se promène de l'un à l'autre. Donc, c'est important d'avoir ce mouvement-là de documenter. On rajoute une plateforme de chat sur notre site web. On fait affaire avec une autre compagnie. Donc, cette compagnie-là aussi va avoir la liste de vos clients parce que les clients qui y parlent, ils font partie de leur système maintenant. Donc, la donnée s'échange avec le site web, puis peut-être le chat va générer un lead dans votre CRM, donc la donnée revient par la porte d'en arrière dans le CRM. On se rajoute un widget ou une plateforme de trade-in qui va demander encore là les informations personnelles, c'est quoi votre véhicule, quelles conditions, depuis quand vous l'avez, etc. Desking, qui parle avec trade-in, qui parle avec CRM. Vous avez votre DMS, bien sûr, avec toutes ces données super critiques. Vous faites de la publicité, vous avez une agence de pub avec qui vous faites affaire. Cette agence-là fait de la publicité, elle fait du profilage des individus, donc elle a des données personnelles. Vous avez une plateforme de crédit qui a des données sensibles à l'intérieur. Donc, on voit que la cartographie, là, les données se promènent et sont stockées à tous ces endroits-là. C'est correct, ça fonctionne, ça marche super bien. C'est comme ça l'écosystème aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a quelqu'un de malveillant qui arrive dans le décor ou de maladroit? Peut-être, ça peut être un employé qui fait une erreur, qui a perdu quelque chose, qui a mal protégé ses accès, etc. Bien là, peut-être que ici, c'était peut-être un courriel qui était échangé entre deux systèmes qui a été intercepté. Oups, on a une fuite de données personnelles. Peut-être que votre mot de passe de CRM, vous avez oublié de couper les accès d'un employé qui est parti fâché, s'est connecté, il est downloadé à la liste de tous vos clients. Qu'est-ce qu'il va faire avec? On ne le sait pas. Fuite de données ici. Votre petite compagnie de chat, qui sont 3 personnes dans un sous-sol, ils n'ont pas vraiment un système de protection de leurs ordinateurs. Ils ont eu du phishing. Un de leurs employés s'est fait voler toutes ces informations. Donc, on voit que ça peut vite dégénérer. Mon but, ce n'est pas de vous faire peur, c'est juste quand même de réaliser l'ampleur du nombre, de la multiplication des données personnelles qu'on peut avoir dans notre écosystème. L'Impact 360 Agency, ici. Je ne veux pas voler le punch de Louis dans son prochain talk, mais il y a quand même un impact intéressant
à avoir des systèmes qui sont tous intégrés. Et je suis vice-président technologie. On a monté au fil des années l'architecture des systèmes et on a développé tous les systèmes qu'on a. Ce n'est pas des systèmes qu'on a achetés, c'est des systèmes qu'on a développés à même notre plateforme de base, qui est une seule plateforme de base. Donc, la fiche client chez 360 Agency, elle existe dans un seul système. On a un seul système qui possède les informations personnelles de vos clients et tous les autres systèmes sont intégrés à ça à l'intérieur d'une protection, d'un firewall. Dans la même infrastructure, ça ne sort pas de là, à moins que vous nous demandiez de sortir les informations pour les envoyer à un fournisseur tierce. Donc, la personne malveillante, elle a juste une place d'attaque et cette place-là est protégée. Ça, c'était l'animation de la journée. J'espère que vous l'avez apprécié. Donc, un gros avantage d'avoir tout ou presque ces systèmes au même endroit, c'est vraiment de limiter l'ampleur de la cartographie des données personnelles. Ça va jusque-là? On parle maintenant du consentement. Donc, le consentement se donne de plusieurs façons. Une façon, c'est la politique de confidentialité sur votre site. Donc, le simple fait de faire affaire avec vous implique une acceptation de la politique de confidentialité. Par contre, la loi va demander que la politique soit mise à jour avec plus de détails, plus de précision. Donc, je reviens au principe de transparence que je mentionnais tout à l'heure. Super important. Donc, il faut être capable, dans votre politique de confidentialité, de dire pourquoi vous collectez les renseignements personnels, qu'est-ce que vous allez faire avec, comment vous collectez ces renseignements personnels-là. Est-ce que c'est à travers un formulaire sur votre site? Est-ce que c'est des documents en concession? Est-ce que c'est des cookies que vous allez installer sur le site web qui va être capable de tracer ce que la personne a comme intérêt? Donc, il faut le mentionner. Les droits d'accès, il faut rappeler à la personne qu'elle peut accéder à ces informations et faire des corrections, expliquer comment, donc contacter, par exemple, privacy@360agency pour faire des corrections. Le droit au retrait du consentement, donc quelqu'un pourrait changer d'idée, dire « j'ai dit oui, mais je ne veux plus ». Dire à qui on communique les renseignements. Donc, est-ce que les renseignements qu'on a, on les envoie à toutes les firmes de marketing qui existent pour publier vos noms pour recevoir d'autres courriels? Si oui, il faut le mentionner. Ça ne veut pas dire que c'est illégal. Il faut le dire, c'est juste ça. Puis ce qui est important aussi, c'est que, je reviens tantôt à l'analyse de risque, c'est que si vous avez, dans votre politique, dit que vous partagez les données avec 5 types de fournisseurs et que demain, vous rajoutez un 6e, il faut mettre à jour votre politique. Mais là, est-ce que les personnes qui ont déjà soumis leurs informations, ils l'ont soumis en toute connaissance de cause que vous alliez envoyer les informations à un 6e fournisseur? Non. Donc, ça se peut que vous ayez à redemander du consentement pour les usagers. Finalement, c'est une loi québécoise, donc si les données sont transigées hors Québec, il faut l'indiquer dans votre politique. Ça ne veut pas dire encore là qu'on ne peut pas le faire, ce n'est pas problématique, tant que vous le mentionnez que c'est transigé hors Québec. Donc ça, c'est la politique de confidentialité qui est à mettre à jour sur votre site. Consentement explicite. Lui, il va arriver moins souvent, peut-être dans les données qu'on traite aussi. Je pourrais imaginer les demandes de crédit. Donc, les demandes de crédit demandent quand même des informations sensibles quand on parle de revenus, numéro d'assurance sociale, faillite, etc. Donc, ici, il va falloir améliorer le consentement pour que la personne dise « oui, je le veux. Je veux soumettre mes informations de nature sensible à votre base de données. » Donc, encore là, ça peut être juste c'est probablement des informations qui seraient déjà écrites dans votre politique de confidentialité, mais dans ce cas-ci, vu que c'est des informations sensibles, c'est probablement d'avoir un checkbox à la fin du formulaire qui dit clairement « vous acceptez ce qui est marqué dans la politique de confidentialité », étant donné la sensibilité des informations que vous apprêtez à soumettre. Le troisième type de consentement, lui, il risque d'avoir un peu plus d'impact dans votre quotidien. C'est le opt-in numérique. Donc, c'est l'obligation, à partir de septembre 2023, d'obtenir un opt-in avant la collecte de renseignements personnels par des technologies d'identification, de localisation ou de profilage. Okay?
Qu'est-ce qu'on entend par profilage? Bien, je vous lis la définition qui est dans la loi. Donc, c'est l'analyse de certaines caractéristiques d'une personne, notamment son rendement au travail, sa situation économique, sa santé, ses préférences personnelles, ses intérêts ou son comportement. Je pense que ces 3 derniers points-là sont des choses qu'on fait souvent sur nos sites web. En retailing, on profile les gens, on regarde qu'est-ce qu'ils aiment, puis on s'en sert pour leur afficher de la publicité par après sur ce qu'ils ont aimé. Donc, ce genre de profilage-là va demander un consentement opt-in. Ça veut dire qu'on ne peut pas commencer le profilage tant que la personne n'a pas dit « je suis d'accord à ce que vous fassiez ça ». Ça se fait typiquement, encore là, avec les pop-up ou les bandeaux qu'on voit en bas de certains sites. On est habitué d'y voir de plus en plus. Je ne sais pas vous, moi je fais toujours « oui, je le veux, oui, je le veux ». Il y en a qui vont dire « non ». C'est correct, mais il faut offrir la possibilité aux gens de le faire. Et dites-vous que la personne qui dit non, probablement que si elle s'était faite profiler avant, elle n'aurait pas été contente de se faire profiler puis se sent un peu envahie dans leur vie privée. Donc, c'est probablement la meilleure chose pour ces clients-là, et même pour vous, finalement, de ne pas profiler les gens qui disent non, parce que c'est un meilleur respect, ça montre un respect, finalement, de la vie privée de vos clients. Puis, même si ça peut diminuer un petit peu la conversion de certains types de publicité, j'ai l'impression qu'au final, ça peut se tourner à votre avantage en tant que perception de votre entreprise. Donc, ce opt-in-là est très technologique. Donc, c'est un opt-in qui implique un changement sur les sites web. Eh bien, nous, on veut vous aider à faire ce changement-là. Donc, on va lancer bientôt un nouveau système qui s'appelle Privacy 360 et qui va permettre de faire ça justement. Donc, c'est une plateforme de gestion du consentement numérique. Je vais vous montrer un peu, ça va ressembler à quoi. Donc, une cliente, ici, vient sur votre site web pour la première fois. Donc, on s'entend que le consentement se demande la première fois que la personne vient en ligne. Donc, la première fois qu'elle va apparaître sur votre site web, il y a un fameux pop-up qui va apparaître et qui va expliquer chez dealer.com, nous portons beaucoup d'importance à la vie privée. Acceptez-vous qu'on vous suive ou qu'on active des tracking pixels, on ne dira pas dans ces mots-là, pour ce site-là. La personne va avoir 2 choix, 3 choix en fait. Elle va pouvoir dire « oui, j'accepte » avec le gros bouton visible. « Non, je refuse », un lien en haut qui va être moins visible, mais qu'il faut quand même qu'on donne accès. Et je veux personnaliser, donc je veux prendre la chance de regarder c'est quoi que vous avez sur moi. Facebook, j'aime pas Facebook, non. Google, oui, ça c'est correct. Je veux pas tel autre pixel, je veux tel autre pixel. Donc, ce système-là ici va permettre d'activer seulement les pixels de targeting que la personne choisit. Donc, en fonction de ce qu'elle a choisi, on va s'intégrer au Google Tag Manager et le Tag Manager va laisser passer seulement les pixels qu'elle a choisis ou tous les pixels si elle a dit « oui, j'accepte d'être tracké ». Nous, à travers cette plateforme-là, ce qu'on va essayer, c'est d'optimiser le taux de consentement qu'on appelle, donc le pourcentage des gens qui disent « oui ». Ça peut se traduire par un changement visuel, un changement de texte, un changement du positionnement et de la couleur des boutons, un changement du type de bannière. Donc, nous, c'est notre devoir de s'assurer qu'on optimise toujours ce taux-là dans le but d'être dans les meilleurs de l'industrie. Si je fais des comparables avec l'Europe, GDPR, où cette mesure-là est déjà en place, donc en Europe, environ 75 à 80% des gens acceptent les cookies quand ils arrivent sur un site. Donc, est-ce qu'on va vivre la même chose au Québec? On va le voir avec le temps, mais on va suivre ça de près. Donc, cette plateforme-là va être lancée très bientôt, donc cet été. Ça va s'adapter au thème du site, donc à la marque, aux couleurs, aux fonts du site. Donc, tous nos sites sont OEM compliant, donc cette plateforme-là va l'être également. Ça va être web et mobile, donc pas les applications, mais les sites web mobiles vont également avoir cette bannière-là. Gestion et personnalisation du consentement. Donc, comme je disais tantôt, la personne, les individus vont pouvoir dire « j'accepte Google, je refuse Facebook ».
Ça stocke la preuve de consentement, donc c'est pas tout d'avoir un widget qui dit on a des cookies. Il faut aussi stocker le fait que cette personne-là, à ce moment-là, avec cet IP-là, a dit oui. Donc, la plateforme va s'occuper de ça. Ce qui va permettre à votre site web, finalement, puis à vos opérations publicitaires avec ce produit-là, d'être en règle avec la loi 25. Donc, ça va être lancé bientôt. Vous pouvez commencer à en parler à votre représentant tranquillement, mais on arrive avec cette offre-là qui va couvrir au moins la partie consentement de la loi 25 et de la fameuse loi C-27 qui s'en vient. Donc, on va être déjà prêt pour le reste du Canada également. J'ai des ressources pour vous. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas si c'était nouveau pour vous, la loi 25. Si oui, comme je vous expliquais, il n'est jamais trop tard. L'important, c'est d'être un bon citoyen corporatif ici, c'est de respecter les données. Donc, cybereco.ca, en termes de ressources, d'instructions, de step-by-step, c'est parfait. Donc, vous suivez ça, c'est très simple, il explique tout, il donne des exemples. Je parlais tantôt d'un registre, ils vont vous fournir un fichier qui est d'un registre déjà fait. Donc, c'est vraiment un bon point de départ. Si vous voulez aller un peu plus loin, avoir de la formation, avoir de l'accompagnement, il y a le site maloi25.ca qui a été bâti en partenariat avec le gouvernement du Québec et qui permet de la formation avec il faut payer, mais c'est vraiment très, très raisonnable comme montant. Donc, c'est de la formation personnalisée, par exemple, pour votre Privacy Officer. Donc, il y a des choses que le Privacy Officer doit savoir. C'est une bonne façon d'avoir une formation peut-être de 2 heures avec lui. Il peut avoir des formations de groupe pour vos employés. Il peut avoir aussi de l'accompagnement personnalisé en banque d'heures. Donc, ils vendent des banques d'heures de 10 heures d'accompagnement par des firmes spécialisées. Donc, ça vaut vraiment la peine de regarder ça. Et finalement, il y a des consultants. Il y a des firmes ou des consultants privés qui se font un plaisir d'être spécialistes de la loi 25 et qui peuvent vous aider à mettre en place tout ce que ça prend. On fait affaire déjà avec des firmes comme ça qui sont chez certains de nos clients. Quand ils font l'inventaire justement des fournisseurs, on collabore, on explique tout ce qu'on a comme données, comment on les traite ou on les envoie. Donc, si jamais vous avez besoin de consultation, il y a plein de recherches que vous pouvez faire sur Google, il y a des résultats. Et si vous voulez des suggestions plus personnalisées, n'hésitez pas à nous contacter. On peut vous mettre en contact avec ces entreprises-là. C'était ce que je voulais dire aujourd'hui par rapport à la loi 25. J'espère que je ne vous ai pas trop fait peur. Le but ici, c'est de voir ça comme une opportunité. Donc, la loi 25, tantôt, au coin du feu, on a fini, je pense, sur une bonne note, c'est de « welcome change », donc dire bienvenue au changement. C'est un changement. On peut pas faire comme s'il n'était pas là, c'est la loi. Donc, on embarque. Comment on peut transformer ça en opportunité? Peut-être que l'image de notre concession peut être une image d'un précurseur, de quelqu'un qui respecte les données, qui traite bien ses clients. On peut utiliser ça pour être en avant de la parade puis se démarquer des autres. Nous, chez 360 Agency, depuis le début, on embarque dans cette loi-là, puis on surveille nos systèmes, on fait des mises à jour, on améliore certains aspects à l'interne au niveau de nos politiques. Donc, on est des bons citoyens corporatifs, puis on espère que vous allez l'être. Donc, merci beaucoup.